Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Extreme Rules 2013. Voilà, encore une fois, je vous le rappelle, un like si vous aviez aimé le pay-per-view ou un dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Premier match, Chris Jericho bat Fandango avec un codebreaker dans un match assez sympa, il y a un bon rythme, une bonne ambiance. Alors, c'est pas le meilleur opener, mais il n'y a pas vraiment réellement de points négatifs dans ce match-là. Hormis le temps, c'est un peu court, 6 à 7 minutes je crois. Il y a un énorme botch de Chris Jericho, mais ça peut même arriver au meilleur. Mais sinon le match était un peu classique, mais voilà, ça fait le taf pour un début de pay-per-view qui a pas mal de stipulations. Donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Deuxième match, Dean Ambrose bat Kofi Kingston pour devenir le nouveau champion des États-Unis dans un bon petit match encore une fois. Rien de ouf non plus, hein. Le match dure aussi 6 minutes, mais sinon c'est bien rythmé. Et puis Dean Ambrose devient champion juste avant ses partenaires du Shield. Donc on y reviendra plus tard, mais c'est lui qui a été le premier membre du Shield à remporter le premier un titre à la WWE, en tout cas dans le main roster, vu que Rollins avait le titre de NXT avant. Mais depuis la formation du Shield, Ambrose est le premier, et premier de 30 minutes juste d'avance. Et concernant le match, j'ai mis encore une fois la note de 6,5 sur 10. Troisième match, Sheamus bat Mark Henry dans un strap match. Bon alors là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous savez que les strap matchs ne sont clairement pas ma stipulation préférée. Donc je le répète, le but c'est qu'un catcheur aille taper les 4 coins du ring. En fait, je trouve qu'il n'y a aucun sens de faire gagner un catcheur de cette manière-là. Et en plus, il n'y a pas de rythme. Après, il faut dire que la strap, je vais l'appeler comme ça, a bien été utilisée, mais pas assez, parce que 7 minutes de match, c'est pas suffisant. Et en plus, je veux dire, on a Sheamus et Mark Henry qui sont pas des high flyers ou qui sont pas connus pour leur grande rapidité, pardon. Donc j'ai mis seulement la note de 4,5 sur 10. Quatrième match, Alberto Del Rio bat Jack Swagger dans un high quit match un peu décevant. Alors déjà de par sa durée, 11 minutes seulement, mais aussi de par son intensité. Donc le match il est très agressif, mais ça se passe uniquement sur le ring et il n'y a pas énormément d'objets qui sont utilisés. On a à peine un kendo stick et une chaise pendant 2 secondes qui va quasiment pas être utilisée non plus. Sinon, le match est principalement dominé par Jack Swagger et en plus le finish voit dans un premier temps la victoire de ce dernier vous savez quand on lance un tissu blanc, alors j'ai plus le nom en tête, c'est un nom tout con mais j'ai plus le nom en tête, désolé, mais quand on lance un tissu blanc c'est synonyme d'abandon, même s'il dit pas I quit, c'est synonyme d'abandon et l'arbitre a pas vu qu'il l'a lancé. En fait c'était Zeb Colter donc qui accompagnait Jack Swagger qui l'avait lancé et qui s'est tiré et quand l'arbitre a vu ça et qu'il s'est retourné, il a vu le manager de Alberto Del Rio en premier, donc Ricardo Rodriguez, il a cru que c'est lui qui l'avait lancé. C'était donc synonyme d'abandon de Del Rio vu qu'il était en train de subir le Patriot Lock de Jack Swagger, donc sa prise de soumission. Et dans un premier temps, l'arbitre il dit non, fini, le match est terminé, c'est Jack Swagger qui devient le challenger numéro 1 au titre poids lourd. Et puis un deuxième arbitre arrive et dit non, ça se passe pas comme ça, c'est Zeb Colter qui l'a fait. Le premier arbitre, il va regarder des images que lui donne quelqu'un dans le public. J'avais jamais vu ça. Normalement, on a les images qui sont sur l'écran principal. Là, il doit les regarder sur un écran des années, je pense, 1750. Non, mais juste pour dire, c'était ridicule. Il a vu qu'effectivement, c'était Zeb Colter qui avait lancé ça, et donc a demandé à Jack Swagger de retourner sur le ring, de recommencer le match ou tout simplement le continuer. Et puis après peu de temps, Alberto Del Rio porte son Juji Gatame sur Swagger qui va dire I quit. Donc Alberto Del Rio remportera ce match et affrontera donc Dolph Ziggler à Payback 2013. Review qui devrait arriver normalement la semaine prochaine pour vous. Et pourquoi Ziggler n'a pas eu de match dans ce pay-per-view? Tout simplement parce qu'après son cash-in au Raw post-WrestleMania, il a subi une commotion cérébrale de la part de Jack Swagger qui avait donné un coup de pied dans la tête, un peu trop fort, et donc Ziggler a été dans l'incapacité de défendre son titre justement à Extreme Rules 2013. On va en reparler à Payback 2013 parce que je trouve que c'est assez dommage le sort qui s'acharne sur Ziggler quand il est champion. Mais bref, on en parlera la semaine prochaine. Concernant ce match-là, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Cinquième match, le Shield bat Team Hell No pour devenir les nouveaux champions par équipe dans un bon petit Tornado Tag Team match. Il n'y a rien de ouf là non plus, surtout que ça dure que 7 minutes. Vu ce qu'on a vu dans les deux précédents Six-Man Tag Team match, donc à TLC 2012
et à Elimination Chamber 2013 et voire même à WrestleMania 29, on pouvait s'attendre à quelque chose d'un petit peu meilleur, surtout au vu de la stipulation. Il n'y a pas d'objet utilisé, mais c'est un Tornado Tag Team Match, donc c'est censé être ultra rapide et c'est très bien rythmé, mais on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus chaotique, ce qui n'est pas arrivé. Après le match, comme je l'ai dit, il est très bien rythmé et les quatre lutteurs donnent vraiment de bonnes prises, surtout Seth Rollins et Daniel Bryan. Et sinon au niveau des défauts, j'ai marqué ambiance de merde et je sais pas pourquoi. Mis à part la fin du match, même les commentateurs ne parlent pas beaucoup, donc américains, et le public est totalement mort. J'ai pas compris pourquoi. Et vu que je m'attendais à plus et que l'ambiance est un petit peu morbide, je veux dire ça comme ça, j'ai mis la note de, en guillemets, seulement 6,5 sur 10. Ensuite, pour les 3 derniers matchs, on rentre vraiment dans des matchs à stipulation assez forte. 6e match, Randy Orton bat Big Show dans un bon Extreme Rules match. Dans un match d'ailleurs qui est étonnamment rythmé, malgré la rapidité légendaire des deux lutteurs. LOL. Non, vraiment, Big Show et Randy Orton ne sont pas connus pour être des lutteurs très vifs. Et là, je trouve que le match est bien rythmé, malgré le fait qu'ils s'affrontent l'un l'autre. Plus tard dans l'année, on aura un match, les deux pour le titre de la WWE à Survivor Series 2013. Je vous ai fait la review, je crois c'était le 5e épisode. Et là, le match était de loin pas bon. Et le match là, par contre, il est loin d'être dégueulasse. Il y a plusieurs objets qui sont utilisés, notamment des chaises, des candlesticks, des échelles et bien d'autres. Par contre, au niveau des défauts, le selling, et surtout le selling du Big Show. À titre d'exemple, le Big Show va se relever assez rapidement d'un premier RKO. Et va se relever pratiquement tout de suite d'un deuxième RKO, en plus sur une chaise. Alors j'ai marqué, faut pas déconner non plus, au bout d'un moment, je veux dire, le Big Show, ok, c'est un monstre, mais il a perdu quand même plusieurs fois ces derniers temps. Le mec chiale en 2013, c'est principalement ce qu'on se souvient de lui durant cette année-là. Et donc se relever d'un deuxième RKO sur une chaise, je pense que c'est un petit peu forcé. Et on a un finish, on voit Orton obligé de porter un punt kick pour remporter ce match-là. Alors c'est bien, ça nous fait des bonnes prises, surtout que le punt kick, c'est assez rare, même pour l'époque. Donc c'est assez bien, mais je trouve que le Big Show est un peu trop résistant comparé à ce qu'on nous a montré en début d'année. Et j'ai marqué, ça fait beaucoup de défaites pour le Big Show qui les accumule depuis le Royal Rumble. Donc ça lui fait sa 4e défaite en 2013. Et concernant la note du match, j'ai mis la note de 8 sur 10. 7e match, John Cena contre Ryback se termine en no contest après que Ryback fasse passer John Cena à travers le décor, s'emportant d'ailleurs lui-même dans le décor, dans un très bon Last Man Standing match, alors, qui est très brutal. Et je trouve que Ryback prend vraiment cher, passant à travers 2 tables, donc un sur le ring après un double A, et l'autre où Cena lui saute carrément dessus sur une table alors qu'ils étaient dans les gradins, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas sur les côtés de l'arène. Il se prend des coups d'extincteur vraiment, et puis bien sûr il passe à travers le décor. Donc Ryback s'en prend vraiment plein la gueule, et je trouve que c'est bien, en tout cas à l'époque c'était bien de ne pas nous faire comme avec Umaga en début 2017, je crois que c'était Royal Rumble contre Cena, où Umaga était passé vraiment à côté de ce match-là, qui l'a un petit peu détruit. Pareil pour Bray Wyatt en 2014, Cena avait été obligé d'utiliser une structure pour le bloquer, mais bon bref, là au moins dans un Last Man Standing match, Cena ne bury pas son adversaire. Alors je veux pas rentrer dans les débats, est-ce que John Cena enterre de nouveaux talents? Moi, je le pense pas forcément. Juste que dans les Last Man Standing, en règle générale, Cena ressort vainqueur. Et là, c'est pas le cas et ça me fait plaisir. Et j'ai marqué, c'est pas mieux pour Cena d'ailleurs, qui passe à travers une table. D'ailleurs, sur le ring, après une souplex. Qui prend un coup de portière et qui passe à travers le décor lui aussi. Non, vraiment, c'est un bon petit match. J'étais proche de mettre 10. Mais je me suis dit, non, il manque quand même un petit truc. Donc j'ai mis, entre guillemets, seulement la note de 9,5 sur 10. Huitième match, Brock Lesnar bat Triple H dans un Steel Cage match assez décevant. D'ailleurs, ça doit vous étonner au vu du sondage que je vous ai proposé et que je vous propose tout le temps en début de vidéo, mais je tiens à vous avertir quand même, je ne le trouve pas mauvais, de loin pas. Je trouve juste qu'il y a quelques botches et quelques problèmes de rythme, mais ça c'est quasiment le cas dans tous les Steel Cage match, parce que ils sont que 2, parce qu'il n'y a pas d'intervention, parce que c'est assez brutal, donc il faut bien vendre le selling, parce qu'il y a moins d'interaction avec le public aussi, il faut pas l'oublier. Et puis un point que je voulais soulever quand même, est-ce que Brock Lesnar s'est blessé au genou durant ce match? Parce que après 5 minutes, on voit Brock Lesnar, alors il porte une sorte de spinebuster, c'est pas un spinebuster mais c'est une prise qui lui ressemble beaucoup,
et on voit qu'il se plaint de son genou gauche. Et il est par terre, il crie vraiment, alors que Lesnar, on n'a pas forcément l'habitude de l'entendre crier, à part quand il est hyper énervé et qu'il fait des prises. Là, c'est pas la même chose. Je veux dire, il semble vraiment avoir mal et il crie My knee, Paul, my knee. Donc mon genou, Paul, mon genou. Donc on dirait qu'il se plaint à Paul Heyman et qu'il veut lui dire je me suis vraiment blessé. Mais finalement, est-ce que c'est pas Brock Lesnar qui vend très bien cette pseudo blessure? Et je vous ai demandé justement sur Twitter pour savoir est-ce que c'était une vraie blessure ou non. Si c'était vraiment le cas, le mec aurait vraiment assuré et aurait fait 15 minutes de match avec un genou gauche blessé. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que le mec m'a fait douter. Je pense quand même savoir si un catcheur est blessé ou non après 11 ans. Et le gars m'a fait douter après 11 ans. Donc dans tous les cas, je trouve que Brock Lesnar a fait, que ce soit une vraie blessure ou non, il a fait quelque chose d'assez dingue. Donc très bon selling de Lesnar, vraiment. Et puis le finish qui voit Triple H chercher un sledgehammer, donc sa massue, qui était tout argentée pour se fondre dans le décor parce qu'elle était entreposée sur la cage, donc petit subterfuge de Triple H, juste avant le match qu'il l'avait déposé là pour pouvoir l'utiliser plus tard. Mais finalement, donc Paul Heyman va vouloir intervenir lorsque Triple H veut lui porter ce coup de massue. Et Triple H va faire un pedigree sur Paul Heyman, donc qui avait réussi à ouvrir la porte et qui s'était infiltré dans la cage. Puis Brock Lesnar donc lui portera un coup de massue justement après ça, parce que après la distraction de Paul Heyman, et puis lui portera un deuxième F5 donc pour conclure ce match. Donc ça faisait 2-1 dans les confrontations Lesnar-Triple H depuis le retour de Lesnar en 2012, vu que Lesnar avait gagné à SummerSlam 2012 puis Extreme Rules 2013 et Triple H l'avait battu à WrestleMania 29, donc un mois auparavant. Donc Lesnar avait remporté la guerre, puis après on saura que plus tard dans l'année Triple H fera un heel turn et les deux ne seront plus opposés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, concernant la note de ce match, j'ai mis la note de 8 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter si vous en avez envie et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour Payback 2013. En attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour la suite de la chaîne.